Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, c'est 93 kilos de cocaïne interceptés par la frégate de surveillance Germinal, une marchandise d'une valeur de 3 millions d'euros transportée dans un bateau battant pavillon allemand. Éjecté de sa voiture avant d'être écrasé par celle-ci, le destin tragique d'Hervé Milnis a bouleversé le Lorrain. Le jeune homme âgé de 23 ans était bien connu dans la commune. Il aurait fêté son anniversaire le lendemain de sa mort. Dans 4 jours, les passionnés de chevaux se presseront sur la savane pour le Matnik Cheval Show. Toute la semaine, nous nous intéresserons donc à cette filière équestre. C'est celle qu'ont choisi les 15 stagiaires soigneurs. Depuis un an, ils apprennent à prendre soin des équidés. Et puis prévenir, c'est guérir. Dire à son entourage que l'on veut donner ses organes à sa mort, c'est pouvoir sauver des vies quand la nôtre se finira. Voilà le message que font passer les partisans du don d'organes, un message qui a encore du mal à être intégré en Martinique. On en parlera avec notre invitée, vous la voyez, France-Lise Arnerin. Elle a reçu 2 greffes de reins qui lui ont sauvé la vie. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette nouvelle saisie de drogue au large de la Martinique. Vendredi dernier, après plusieurs mois d'enquête, les douanes françaises ont intercepté 93,5 kilos de cocaïne. Une opération menée par la frégate militaire de surveillance Germinal. La marchandise récupérée à 463 km au sud-est de notre île avait une valeur d'environ 3 millions d'euros. 2 trafiquants présumés de nationalité allemande ont été arrêtés. Bilan de l'année au terme de ce coup de filet, 6 tonnes de drogue pour la seule zone anti-Guyane. Hélène Renaud. L'assaut ne dure que quelques minutes. Vers 5 h du matin, les militaires du Germinal interceptent un voilier battant pavillon allemand. À son bord, l'équipe d'intervention trouve près de 94 kilos de cocaïne. L'opération a eu lieu à 460 km des côtes sud-est de la Martinique. Ce voilier, parti du Suriname, se dirigeait directement vers l'Europe. Il s'apprêtait à réaliser une transatlantique. Un trajet peu courant chez les trafiquants de drogue. Assez souvent, on a plutôt des trafiquants qui vont venir dans les Caraïbes et chercher le produit stupéfiant dans les zones proches des Caraïbes et traverser après. Là, il a fait directement du pays producteur. Il n'a pas retouché l'arc caribéen. Donc, grâce aux efforts organisés par l'action de l'État en mer ici aux Antilles, peut-être que les Antilles ont une mauvaise réputation du côté des trafiquants et c'est une zone à éviter. Le coup de filet est estimé à environ 3 millions d'euros. Les 2 narcotrafiquants présumés avaient déjà été mis en cause en Europe dans des affaires de trafic de stupéfiants. Ils sont tous les 2 allemands, une nationalité qui a surpris les autorités. L'Europe absorbe environ chaque année près de 125 tonnes de cocaïne. Donc toutes les nationalités sont utilisées par les organisations criminelles. Il est vrai qu'on avait assez peu l'habitude jusqu'alors de voir des ressortissants allemands et des bateaux allemands, ce qui montre finalement la capacité des organisations criminelles à se démarquer et à se fondre en fait dans la population maritime traditionnelle, où là nous avons effectivement de nombreux plaisanciers allemands sur la zone. Une coopération franco-allemande a été mise en place pour les suites judiciaires de l'affaire. Avec cette nouvelle saisie, depuis janvier dernier, 6 tonnes de drogue ont été interceptées en mer dans la zone anti-Guyane. Et nous vous parlions la semaine dernière justement de ces 86 kilos de cocaïne pure saisie au large de la Martinique à bord d'un voilier battant pavillon de Gibraltar. La découverte, souvenez-vous, avait permis de démanteler un vaste réseau entre la Martinique, la France et l'Italie. Une vingtaine de personnes avaient été interpellées dans le cadre de cette affaire. Parmi eux, 2 Martiniquais, Xenios Seminor, 29 ans, et Jonathan René Corail, 32 ans. Ces derniers ont été transférés la semaine dernière dans l'Hexagone depuis l'Italie. Le réseau faisait venir du hashish en provenance du Maroc qui était écoulé sur le marché antillais et ramenait de la cocaïne vers l'Europe. Et puis toujours en bref au chapitre judiciaire, cette fois notez qu'Anne-Sophie Leclerc ne fera pas de prison. La cour d'appel de Cayenne a jugé irrecevable l'action de Walwari, le mouvement de Christiane Taubira, contre l'ex-candidate FN qui avait comparé la ministre de la Justice à un singe. En première instance, elle avait écopé de 9 mois de prison ferme, une peine annulée par le parquet de Cayenne. La garde des Sceaux, quant à elle, n'a pas souhaité commenter.
Le Lorrain est en deuil depuis le décès tragique d'Hervé Milnis. Le jeune homme est décédé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Éjecté de sa voiture lors du choc, il a ensuite été écrasé par celle-ci. Très apprécié dans la commune, il laisse des Lorinois bien sûr bouleversés, d'autant plus que sa mort survient le matin même de ses 23 ans. Laura Châtenay-Rivaudet avec Loïc Régis. C'est en quittant ce rond-point que le jeune Hervé Milnis perd le contrôle de son véhicule et fait une sortie de route. Le choc est terrible, le jeune homme meurt sur le coup, éjecté de l'habitacle. Selon les premiers témoignages, Hervé ne portait pas de ceinture de sécurité. Le Lorinois était très investi dans la vie de sa commune, membre de chorale, d'un groupe de chanté Noël, de carnaval, footballeur ou encore handballeur dans son quartier, à l'éveil de Carabin. 2 jours après le drame, ses proches sont toujours dans la stupeur. C'est un jeune qui a marqué même ceux qui le connaissaient à peine. Il a laissé une trace indélébile et c'était comme un petit rayon de soleil avec son sourire. Il communiquait une espèce de joie de vivre que voilà. Ses collègues et amis comptent bien lui organiser un hommage avec des chansons et des lectures. Ils ont en projet un t-shirt à son effigie et des ballons de foot et de hand gravés en sa mémoire. Hervé Milnis faisait partie d'un chantier d'insertion pour embellir sa commune. On a mis en place une cellule de soutien psychologique pour ses collègues au niveau de l'association d'insertion, de manière à leur permettre justement de préparer le deuil, de supporter ce moment difficile, de passer ce cap difficile. C'est à nouveau un jeune qui décède dans un accident de la circulation sur les routes martiniquaises, une situation intolérable pour ses amis. Il y a une volonté manifeste de la part des jeunes, de ses copains, de ceux qui étaient présents et de ceux qui ne l'étaient pas forcément, de dire qu'il fallait se mobiliser aussi pour la sécurité routière. Doit-on rester silencieux face à cela? Je ne pense pas. Et quand ce sont des jeunes eux-mêmes qui demandent à ce qu'on réagisse, je pense qu'on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Les obsèques du jeune Lorinois seront organisées dans la semaine. Au chapitre social, en bref, un point sur les grèves. Celle des salariés du Crédit Moderne se poursuit. Ils entament aujourd'hui leur 6e jour de mobilisation. Depuis mercredi, ils réclament une réouverture des NAO. Le directeur général délégué de Passage en Martinique ne leur a adressé aucune promesse de reprise des négociations. Les sites de Guadeloupe, Guyane et Martinique restent donc fermés. Et puis dans le conflit entre la direction et les salariés de Servichef, la chambre syndicale CGTM-SOM a annoncé ce week-end son soutien aux grévistes. Elle dénonce, je cite, l'inertie des patrons qui laissent la situation se dégrader et elle exige l'augmentation de salaire réclamée par les employés. Les enfants aujourd'hui ont quant à eux été une nouvelle fois soumis à un régime sandwich compote. Ils ont 2 jours pour faire le point sur le développement durable de nos énergies. Aujourd'hui, le séminaire international sur la transition énergétique des îles s'est ouvert au Palais des Congrès de Madiana. Si l'essentiel de la manifestation aura lieu demain et après-demain, il s'agissait aujourd'hui d'établir le contact entre les intervenants, des représentants de plusieurs États insulaires qui prépareront ensemble la COP21, le sommet mondial sur le climat. Guillaume Bacoul. Faisons une réunion mondiale. C'était il y a un peu plus d'1 mois. L'appel de François Hollande lors du sommet Caraïbes Climat 2015 se voulait un premier pas vers une coopération régionale en matière d'écologie. Aujourd'hui, le partage de connaissances et de technologies se poursuit entre les États de la Caraïbe, mais pas seulement. De l'Allemagne aux îles Tonga, pas moins de 56 pays ont été conviés à ce séminaire. Au programme valorisation énergétique, dessalement d'eau de mer ou encore ressources renouvelables. Des domaines où la Martinique, sans être en reste, a aussi à apprendre. C'est l'occasion pour nous de discuter avec les autres territoires qui ont l'ambition de développer la géothermie, savoir pour celles qui l'ont déjà mise en œuvre, connaître les contraintes, les opportunités pour éviter justement d'avoir les mêmes écueils qu'eux ils ont rencontrés. Ça nous permet à nous, la Martinique, d'aller plus vite dans notre processus de transition énergétique sur la géothermie mais également sur toutes les autres énergies renouvelables. Pour l'occasion, experts internationaux, chercheurs, représentants gouvernementaux, mais aussi entreprises publiques et privées ont fait le déplacement. Des sociétés qui trouvent ici une vitrine sans pareille, afin de faire découvrir leurs dernières innovations vertes. C'est aussi, je l'espère, l'occasion de booster les énergies renouvelables dans les îles. Les îles sont un terrain très propice au développement des énergies renouvelables parce qu'elles sont
localisé dans les îles. On n'a pas besoin d'importer du combustible. Et donc, cette manifestation, je crois que c'est une forme de prise de conscience d'une identité insulaire avec des solutions technologiques qui doivent être adaptées à ce contexte. Le séminaire doit s'achever mercredi 24 juin, le temps aussi pour les différentes îles d'accorder leur violon afin de préparer le sommet mondial sur le climat du 30 novembre au 15 décembre à Paris. Parlons maintenant santé avec un don qui est parfois tabou, celui des organes vitaux. C'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes. Le principe est simple, récupérer ce qui peut l'être lorsque l'on décède et l'offrir à un malade dont la vie peut être sauvée. Le don d'organes est un acte solidaire qui a permis à notre invitée d'être encore de ce monde aujourd'hui et même d'être maman. France-Lise Arnerin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de témoigner, vous avez reçu donc un don d'organes à 2 reprises d'ailleurs. On vous a greffé 2 reins. Et pour que cela soit possible, il a fallu que les personnes sur lesquelles ces reins ont été prélevés parlent à leurs proches de leur vivant. En Martinique, malheureusement, trop peu de personnes s'expriment sur le sujet, alors que plus de 200 personnes sont en attente d'un organe vital. Regardez le reportage de Louis Sabas. Donner un organe après la mort, plus précisément un rein, peu de Martiniquais semblent sensibilisés à la question. Je ne suis pas inscrit en tant que donneur d'organes. Tant qu'on n'a pas de problème, des fois, il faut le dire, il faut être sincère avec soi-même. On ne pense pas à ça. Je ne savais pas qu'il y avait des prélèvements d'organes en Martinique. Pourtant, cette opération est possible depuis près de 20 ans au CHU de Fort-de-France. Elle offre aux malades en insuffisance rénale une meilleure qualité de vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en insuffisance rénale terminale, qui sont dialysées avec une greffe. La vie est quand même plus facile à vivre que d'avoir une dialyse, puisqu'il faut savoir que la dialyse, c'est quand même 3 fois par semaine et dure environ 4 heures. La loi fait automatiquement de nous des donneurs d'organes consentants. Mais les équipes médicales ont l'obligation de vérifier, selon la bioéthique, si le défunt a manifesté son opposition au prélèvement d'organes. S'il n'est pas inscrit au registre national des refus, l'enquête est menée auprès de la famille. Par principe ou par ignorance des vœux de leurs proches, elle peut décider de garder intacte la dépouille de leurs parents, d'où l'intérêt de manifester sa volonté de devenir un donneur d'organes tant qu'il est encore temps. Quand on ne se prononce pas, c'est la famille qui reste là, qui devra témoigner auprès de l'équipe médicale. C'est très difficile pour eux. Donc il faut comprendre que de notre vivant, pendant que tout va bien, on réfléchit à ça, on se réunit en famille et on en discute tranquillement et on se positionne. L'an dernier, seulement 7 prélèvements ont été réalisés pour 24 donneurs potentiels. Des patients en état de mort cérébrale maintenus artificiellement en vie dans le service de réanimation. Pour certains parents, l'endroit où ils sont confrontés pour la première fois à la question du prélèvement d'organes sur leurs proches. C'est quelque chose qui nous projette très très loin, donc sur la mort justement. Et c'est très très difficile d'envisager qu'on nous demande si oui ou non on peut donner l'organe de mon père, par exemple. Dans la zone anti-Guyane, ils sont 214 à attendre cette opportunité, dont une centaine en Martinique. D'où l'appel des autorités sanitaires afin que le plus grand nombre se signale comme donneur d'organes. Le don de 2 reins peut offrir la vie à au moins 2 malades dans l'attente d'une greffe. France-Lise Arnerin, je le disais, vous avez reçu 2 greffes à 1 an et demi d'intervalle. Est-ce que l'attente a été longue ? Je dirais que l'attente n'a pas été forcément longue parce qu'avant ma première greffe, j'ai attendu, on va dire, 3 ans. Et puis, donc, greffe. Et puis, redialyse. Donc, pendant 1 an et demi environ, quoi. Et donc, moi, je trouve que contrairement à certaines personnes qui étaient là en dialyse depuis pratiquement une dizaine d'années, 15 ans et plus, je n'ai pas attendu beaucoup. C'est quand même difficile cette période de dialyse pour vous et pour les autres qui étaient avec vous d'ailleurs. C'est difficile au début parce que c'est vrai que ça, on va dire que c'est vraiment en gros la moitié de sa vie, la moitié de ses occupations donc, qui est prise par la dialyse. Et puis c'est un traitement très lourd aussi. Et donc, du coup, on est obligé parce que ça nous permet de rester en vie déjà. Donc, on est encadré parce que moi, j'étais en autodialyse donc au centre où je me retrouvais avec plusieurs personnes. Donc, on préparait nos machines. La seule chose que moi, je ne faisais pas, et certains aussi, c'est de se piquer. Et donc, le fait d'être ensemble, de manger ensemble, de regarder la télé ensemble, de partager, parce que ce sont des personnes qui vivent la même chose que nous aussi. Donc, en fait, on a une petite famille, donc ça aide énormément à supporter la dialyse durant ces 4 heures où on est branché à une machine.
Et en tout cas, la greffe permet donc du coup d'être libéré de cette contrainte-là, d'être sauvé. Comment vous avez vécu, vos 2 greffes? Alors, surtout physiquement, comment le corps s'adapte à un organe étranger? Est-ce que pour vous, ça a été difficile? On va dire que ça a été difficile pour moi pour la première greffe, parce que j'ai eu l'occasion de vivre 2 greffes. Donc, malheureusement, la première qui ne fonctionnait pas du tout. Et la deuxième, bon, voilà, qui fonctionne très bien, on va dire. Et ça a été difficile dans le sens où, pas forcément par rapport aux médicaments, parce qu'on s'y fait et on se met dans la tête dès le départ que les médicaments, même si je les ai comptés au tout début, la première semaine, je devais en avoir à peu près 72. Donc, à peu près une trentaine le matin, quelques-uns l'après-midi et le soir. Et après, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Mais la difficulté vient de son corps qui change complètement par rapport aux corticoïdes. Donc, ça change beaucoup. J'ai pris quand même pratiquement 13 kilos. Par rapport à ça, il y a le fait aussi que l'humeur change par rapport aux médicaments. On vit très bien le greffon parce qu'il est là, donc on en prend soin, on fait attention à ne pas attraper de coups dessus, par exemple de ne pas faire de cheval, des choses comme ça. Et puis de faire attention à ce qu'on mange, parce qu'il y a des choses qui sont quand même aussi interdites. Et donc du coup, ça va, pour une greffe qui fonctionne, on va dire. Et est-ce que psychologiquement, c'est une autre paire de manches? C'est quand même également peut-être difficile, surtout de l'idée de savoir qu'on a dans son corps quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre qui n'est plus. Est-ce que c'est compliqué? Pas forcément. En fait, je parle pour moi, dans le sens où j'y pense à chaque fois que c'est la date d'anniversaire, comme par exemple, là, ça va être le 19 juillet. Je pense à cette personne, c'est normal, parce qu'effectivement, j'ai une partie d'elle. D'autres personnes ont d'autres parties de cette personne. Il m'arrive d'allumer une petite bougie, de prier et de dire merci à chaque fois. Et donc, moi, je n'y pense pas forcément au fait de dire, bon, il y a quelqu'un qui est mort. Non, je vis avec et je me dis que je fais honneur à cette personne en faisant attention à mon greffon et surtout à le garder. Dernière petite question, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Qu'est-ce que vous diriez, en tout cas, à ceux qui seraient réticents aujourd'hui à donner leurs organes? Faites le don de vous-même. C'est important, c'est-à-dire qu'une fois que nous sommes partis, il reste le corps, donc faites quelque chose de bien. Donc faire le don de soi, c'est très important. Ça permet de sauver minimum 7 personnes, on va dire. Donc moi, j'étais réticente au début. J'ai pris la décision un tout petit peu avant que ça ne m'arrive. Et aujourd'hui, ma famille, mes amis ont fait justement leur carte, la démarche de faire. Et moi, je conseille à tout le monde de faire justement la démarche d'être donneur d'organes. Et il s'agit surtout de le dire à ses proches pour qu'ils le sachent. Merci beaucoup, Francis Arnerin, d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que le message est bien passé. J'espère, merci. Merci à vous. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira fêter la fête de la musique un peu plus près des cieux avec le Gospel Meeting qui a rassemblé près de 2000 personnes hier soir à Saint-Pierre. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite dans une boutique solidaire en plein cœur de Rivière-Salée, son nom Kaibibi. Mais avant, direction la Guadeloupe où la ville de Pointe-à-Pitre a rendu ce matin hommage à Justin Cataillé. Le député et fondateur du Parti socialiste guyanais est décédé le 22 juin 1962 dans un accident d'avion à Déhay. Il revenait alors d'une session parlementaire houleuse au cours de laquelle il avait dénoncé la violente répression d'une manifestation anti-légion étrangère à Cayenne. Aujourd'hui, une cérémonie a eu lieu en présence de sa famille et de personnalités politiques guyanaises. Une plaque commémorative a également été dévoilée, vous la voyez. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par Linda Kayarsi. Il est né à Cayenne, il est né en Guyane. Il a vécu en Martinique et il est mort en Guadeloupe. Eh bien, on doit observer cette symbolisme. Je crois même, on pourrait dire, c'est le leitmotiv pour pouvoir booster le travail politique que nous avons à faire. Forte émotion, parce que nous voulons tous, je pense, au-delà de la commémoration, au-delà du rite en soi symbolique, c'est de retracer la page d'histoire, connaître notre passé pour mieux définir l'avenir et certainement retrouver à travers les grands hommes leur héritage. Il faut que nous ayons trace autour de nous de ceux qui ont contribué à construire le lieu où nous sommes, qui ont marqué les chemins que nous parcourons aujourd'hui et qui nous ont donné des exemples. Et donc voilà, nous sommes dans ce chemin de la mémoire et la ville de Pointe-à-Pitre continue d'apporter sa pierre.
Retour en Martinique avec un événement qui fera plaisir aux amateurs de chevaux. Vendredi et samedi prochain, le Matinique Cheval Show prendra place sur la savane à Fort-de-France. Pour l'occasion, nous consacrons la semaine à la filière équestre et ça commence avec un métier indispensable aux chevaux, celui de soigneur. C'est la profession qu'ont choisi d'embrasser 15 stagiaires candidats au certificat d'aptitude professionnelle agricole. Depuis un an, ces demandeurs d'emploi suivent un cursus en alternance entre théorie et centre équestre. Certains ont développé une véritable passion pour les équidés. Loïc Régis et Laura Châtenay-Rivaudet sont allés à leur rencontre au Lorrain. Regardez. Au programme, cours de biologie animale et d'anatomie. Après un an de formation, la constitution du cheval n'a plus de secret pour ses stagiaires. Bon, ce que j'ai appris, déjà, je ne connaissais rien dans les chevaux. Je connaissais plus les bovins, les caprins. Mais cette formation, elle m'a beaucoup aidé parce que je ne connaissais rien dans les chevaux. J'avais peur des chevaux, premièrement. Et en second lieu, je pensais que les chevaux de course, c'était au vif, c'était agressif. Et arrivé à carrière, c'était des bébés. En fin de cursus, les ambitions sont nombreuses. C'est le signe de nouveaux départs. On va préparer des CV et les proposer à carrière, certains propriétaires de chevaux, pour essayer d'attraper du boulot. En ce moment, il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de chômage en Martinique. Et une porte peut s'ouvrir à n'importe quel moment pour nous. Non, là, il faut juste être confiant et puis montrer ce qu'on nous a donné ici. L'autre partie de l'apprentissage est pratique. Passionnée de cheval, Myriam s'est logiquement inscrite dans cette formation de soigneur équidé. Les gestes sont précis, il ne faut pas blesser l'animal. Alors ça, c'est le curage des pieds, donc on contrôle qu'il n'y ait pas de petites pierres coincées dans les différentes parties du sabot, qu'il ne soit pas blessé quand il marche. Donc ça, c'est important que ce soit toujours bien nettoyé, toujours propre et le plus simple possible, quoi. Une professionnalisation du secteur qui correspond aux demandes des potentiels employeurs. La formation s'est déroulée en alternance, moitié centre, moitié entreprise, donc parce que ce type de formation très technique ne peut se faire bien sûr qu'avec les professionnels. On a essayé de faire un turnover entre les différents professionnels pour qu'ils voient différents métiers, donc que ce soit entraîneur, que ce soit responsable de centre équestre, et qu'ils pratiquent aussi l'ensemble des tâches qui leur seront dévolues dans leur avenir professionnel. Les stagiaires participeront ce week-end au salon Matinique Cheval Show. Ils s'occuperont de la pelouse et bien sûr des chevaux. Un peu de culture à présent avec le Carifesta, le festival caribéen des arts qui se tiendra à Port-au-Prince du 21 au 30 août. Organisé depuis 12 ans par la CARICOM, il permet à toutes les pratiques artistiques d'être mises en lumière. Danse, littérature, gastronomie, cinéma, tout y a une place. Écoutez les précisions de la secrétaire d'État aux industries créatives auprès du ministre du Tourisme d'Haïti. Elle répond à Karil Chassol et Guillaume Bacoul. C'est un événement culturel organisé par les pays de la CARICOM. Et Haïti sera le pays hôte qui va organiser la 12e édition de Carifesta. Et bien sûr, c'est la littérature, la danse, la musique, la gastronomie et l'artisanat et tout ce que nous pouvons présenter au point de vue culturel qui sera présenté pendant 10 jours dans un pays. Haïti veut montrer au monde entier et ce qu'elle peut offrir aussi et ce qu'elle peut présenter. Et c'est l'occasion pour nous, c'est une grande plateforme qui nous est offerte. On va présenter tout ce que nous avons et vous savez qu'Haïti a une histoire riche, a une culture, a une gastronomie extraordinaire, donc on va montrer tout ça. Si on se rappelle bien, les premiers cris de liberté, de dignité et d'égalité ont résonné vraiment dans les terres haïtiennes, les premiers cris. Donc pratiquement on a une histoire riche parce que c'est la première république noire et on a aussi des monuments et Haïti c'est 27 000 km² et 10 départements et chaque département bien sûr avec sa richesse et son patrimoine matériel et immatériel. Et l'art, puisqu'on en parle, c'est exactement ce qu'il fallait aux écoles du réseau d'éducation prioritaire pour redorer leur blason. À 2 semaines de la fin de l'année scolaire, 6 d'entre elles se sont lancées dans un grand spectacle sur les planches du Grand Carbet. De quoi valoriser les enfants tant auprès de leurs parents que des autres écoles. Voyez plutôt ce reportage signé Elodie Toto et Anaïs Gall. Plus que quelques instants avant de monter sur scène. Cela fait 1 mois que les élèves préparent ce spectacle. Pourtant, en coulisses, l'ambiance est plutôt détendue. Comme je fais des championnats, j'ai déjà l'habitude avec le monde, tout ça. Comme je suis anglaise, donc la chanson Imagine c'est en anglais, donc c'est facile pour moi de chanter.
Sur la scène du Grand Carbet, 6 écoles font leur show. Chaque école a sa spécialité. Ici, à Marcel-Placé, on accueille des élèves sourds et malentendants. Aussi, c'est le langage des signes qui est mis à l'honneur. Nous avons voulu par cette chanson leur rendre hommage et rendre hommage à leur instituteur, M. Cazeneuve. L'occasion aussi pour les parents qui ont pu se libérer de contempler leurs enfants sur une des plus grandes scènes feuillalaises. Déjà, je suis émue parce que ça me fait plaisir de voir ma fille danser sur le podium, ça c'est sûr. C'est superbe et c'est vrai qu'elle était un peu timide ma fille, mais bon ça va. Ils se sont bien débrouillés, ça va très bien. Plus qu'un show, ce spectacle est l'aboutissement d'une année sous le réseau d'éducation prioritaire. Le but, valoriser les écoles de la zone à travers des activités culturelles. C'est l'occasion pour nous, les réseaux préfigurateurs, de travailler et nous sommes observés. Il y a donc une continuité entre l'école primaire et donc le collège. Et par la suite, entre le collège et puis aussi le lycée. En tout, il n'existe que 3 réseaux d'éducation prioritaire en Martinique. Mais si le projet s'avère concluant, il pourrait s'étendre à toute l'île. C'est l'heure de notre coup d'œil de quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Terreville où la maison de retraite a été rebaptisée ce matin. Elle a pris le nom du docteur Georges Vaton qui nous a quittés le 7 avril dernier. Médecin très apprécié des patients et de la communauté médicale, il s'était beaucoup investi contre la maladie d'Alzheimer. Un bel hommage donc pour cette EHPAD de Terreville. Écoutez-en le directeur, il répond à Guillaume Bacoul. C'est un moment important pour nous parce que le docteur Vaton a beaucoup œuvré pour Terre-Village, surtout dans les 5 dernières années où Terre-Village a connu des moments extrêmement difficiles sur le plan budgétaire et nous avons quand même continué avec son appui, non seulement à rétablir l'équilibre au niveau de Terre-Village, mais aussi à développer à la spécialisation Alzheimer au niveau de Terre-Village parce que nous avons créé une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activité de soins adaptés durant cette période-là aussi, malgré les difficultés. Il a aussi beaucoup œuvré ici, mais aussi ailleurs. Et effectivement, c'est vraiment sans hésitation que tous ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, sont venus lui rendre cet hommage avec lui. 2000 personnes qui dansent sur un air de gospel. C'était hier à Saint-Pierre pour la fête de la musique. 2 organisations chrétiennes ont rassemblé leurs fidèles sur la place de la commune. Une dizaine d'artistes s'est succédé sur scène. Un véritable succès sur lequel revient pour nous Hélène Renaud. Il pleut des cordes vocales à Saint-Pierre. Le gospel fait vibrer la place de la commune. Un événement créé d'une seule voix par une organisation catholique et évangélique. Ce duo œcuménique est une première. Objectif, rétablir la foi chez la jeunesse martiniquaise. Même si nous avons nos sensibilités différentes, on peut se donner la main pour une cause commune, un bien commun, car quand un jeune souffre, ce n'est pas d'abord une histoire d'étiquette, c'est un être humain qui souffre, et quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son obédience religieuse, il est toujours un enfant de Dieu qu'il faut venir aider. Ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans le misérabilisme, ce n'est pas dans les pacotilles que le diable vous propose que vous allez vous en sortir, mais acceptez les valeurs. Il faut aujourd'hui donner au travers de cette musique que les jeunes trouvent leur place dans l'église et dans la société. Et le gospel, c'est vraiment la musique qui correspond, parce que c'est une musique de vie, c'est une musique dynamique qui correspond au tempérament des jeunes. Loin d'être découragés par la pluie, les jeunes sont venus nombreux au concert. En tout, 2000 personnes ont afflué. Le fait qu'on peut s'amuser tout en louant Dieu, tout simplement. C'est parfait, c'est ça. Normalement, la fête de la musique, pour nous, c'est pas vraiment spirituel. Que là, on a le mélange spirituel ainsi que normal, de la musique de tout le monde, en fait. Moi-même, je chante aussi et je chante justement pour pouvoir promotionner cette non-violence et pour que ces jeunes puissent avoir une vie saine en quelque sorte. Pour transmettre ces messages de paix, l'art s'est invité sous toutes ses formes, le chant bien sûr, mais aussi la danse et, surprise, le mime dansé. Si on prend un masque, en fait, ça représente monsieur tout le monde. Il va savoir le toucher, lui parler. Par le mime, je voulais passer un message. Le chant, c'est toujours toute autre chose. Je crois que Dieu peut changer la vie d'un être humain, la vie d'un couple, la vie aussi de la population de Saint-Pierre. Et vraiment relever Saint-Pierre.
Même les agents de sécurité sont pris par la fièvre de ce dimanche soir. Un concert retentissant qui annonce beaucoup d'écho. Rendez-vous peut-être l'année prochaine. En bref, un peu de sérieux avec le brevet des collèges qui va s'éloigner des émanations d'hydrogène des sargasses. Les élèves du collège Robert III de Pontaléry, très touchés, vous le savez, par les gaz toxiques des algues brunes, iront passer leur diplôme national du brevet dans un autre établissement. C'est le collège Paul Saint-Fort, toujours au Robert, qui les accueillera le temps des épreuves. Ainsi, ils pourront composer en toute quiétude. Attention, travaux dès ce soir et jusqu'à mercredi. Le chantier nocturne va neutraliser une voie de la RN4 près de l'école de la Chapelle à Saint-Joseph, pardonnez-moi. Les travaux auront lieu de 21h à 5h du matin et notez qu'il est interdit de stationner le long de la zone de travaux. Attention également aux coupures d'eau demain de 8h à 14h30. Les habitants des chemins Bécouillat, Beauvais, Bois-Jolimont et Petite-Rivière dans le quartier Pelletier au Lamentin seront privés d'alimentation. Ces mêmes quartiers qui seront également privés de courant demain de 7h à 14h ainsi que d'autres au Lamentin comme Plaisance, Manzel ou la Roseraie. Pas d'électricité non plus à Fort-de-France de 7h à 13h45. Vous le voyez, ce sont les résidences Voie de Ville et Prestige La Ménard qui seront concernées. À Case-Pilote également, 7h30, 9h30, pas de courant, quartier Font-Bourlet et lotissement La Sérénité, Eucalyptus et les Citronnelles. De même à Rivière-Pilote, à la Croix-Caudée, Morne-Escarpe, Mornevent, Baudel, La Renée, Régal, Desmarinières et au Saint-Esprit, quartier Vieille-Terre, Valatte et Lanneau. Et puis au Robert également, quartier Galette, Bouteau, Cadet, Sabine, Verpré et immeuble Bussy. Comme chaque soir, on referme cette palette d'infos pratiques avec un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné au premier RSMA à Gondot, à Saint-Joseph, de 7h15 à 12h15. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don, à la Ménard, de 9h à 16h. Voilà pour les infos pratiques du jour. On termine ce journal avec un tour à Rivière-Salée, Quai Bibi, en plein cœur de la commune. Cette boutique solidaire aide les plus démunis à faire face au quotidien. Une alternative à la crise économique proposée par l'association Latil. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à leur rencontre. Depuis 2 semaines, à la rue Félix-Éboué à Rivière-Salée, une boutique solidaire s'est ouverte. Elle permet désormais à tous ceux qui éprouvent quelques difficultés dans les temps que l'on vit à pouvoir s'approvisionner en vêtements, chaussures et même lunettes. Regardez. Quai Bibi, un nom tout sympathique, ça sonne bien, en plus c'est solidaire. Ça veut dire que tout le monde contribue à faire marcher un projet. Et chez nous, notre projet, ça a été de permettre à monsieur ou madame tout le monde de venir acheter des vêtements à moindre coût. L'idée de monter une boutique solidaire est venue d'une jeune association, Latil, une manière assez moderne d'apporter son soutien aux personnes en difficulté. Cela peut toucher n'importe qui et n'allez surtout pas croire que cela s'adresse aux personnes en marge de la société. Ce n'est pas une boutique pour les défavorisés, comme on le dit souvent. C'est une boutique pour les petits moyens. Je ne dirais pas qu'à Rivière-Salée, nous avons des petits moyens, mais à Rivière-Salée, nous avons bon nombre de personnes qui ont des enfants et qui peuvent acheter à des coûts intéressants. Comme Gladys, plusieurs personnes œuvrent au sein de l'association, conscientes qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Car il faut l'avouer, des personnes en difficulté, il y en a bien plus qu'on ne le pense. Vous voyez bien, on a parlé de la dame là au François qui est dans l'état où elle est. Moi, je vous dis franchement, j'ai connu des gens comme ça. Je suis allée, quand je suis arrivée, j'ai dit bon, comment je vais faire? Comment je vais faire avec cette personne-là? C'est quand on voit l'état de la maison et voir la personne même, on trouve qu'on est coincé, mais bon. Et puis tout cela ne peut fonctionner que grâce à vos dons. Un petit peu comme le principe de d'autres boutiques filiales. Nous recevons des dons, nous lavons, nous repassons, nous mettons en état et nous revendons à des personnes qui ont des revenus modestes. Bon, je voulais savoir si je pouvais vous amener des choses. Oui, madame, c'est parfait. C'est avec plaisir que vous pouvez nous ramener des choses. D'accord. Comme cette dame, certains l'ont déjà compris et c'est là que le mot solidaire prend toute sa dimension. Voilà, belle initiative à souligner. Et puis rappelons que chaque samedi, Quai Bibi, la boutique solidaire, propose une braderie. Tout devra disparaître à 2 €. Tirez fort. Voilà, Hubert Bornil et Guy-Raphaël René, non pas Michelet François. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. On reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.